Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous avons sélectionné ce matin 2 millefeuilles. Et je suis entouré de destructeurs de millefeuilles, et c'est ce dont nous allons parler pendant ces 3 quarts d'heure à peu près. Je pense qu'on rattrapera un petit peu le retard et on va se caler sur 3 quarts d'heure de discussion. Je suis Gilles Paulin, je suis directeur du secteur public chez Adobe ou Adobe, suivant les accents, sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et je suis entouré de M. Patrick Rutschmann, qui est maître d'ouvrage au groupement d'intérêt public e-Bourgogne, et de M. Stéphane Hirt, qui est responsable du pôle outils métiers chez GRDF. Alors, deux approches sur le millefeuille informatique. Le millefeuille informatique, on peut le voir sous l'angle organisationnel. Comment est-ce qu'on va simplifier plusieurs types d'applications qui sont utilisées en même temps par un agent pour répondre à des citoyens ou pour répondre à des usagers, comment faciliter sa vie, comment faire en sorte qu'on puisse réduire le taux d'erreur, qu'on puisse répondre plus facilement, et qu'il puisse faire son métier plus facilement. On peut voir aussi le millefeuille informatique sous l'angle construction, c'est-à-dire qu'on va développer une plateforme qui sera à la fois utile pour des villes, des agglomérations, des groupements de villes, des conseils régionaux, des conseils départementaux. Alors, nous allons vous proposer ces deux approches ce matin. On va commencer peut-être par monsieur Rutschmann du GIP e-Bourgogne, qui a une longue histoire avec ce site, puisqu'il a démarré, je crois, en 2002 ou 2003. Donc c'est un laps de temps qui est intéressant pour voir comment est-ce que cette solution a été créée, comment est-ce qu'elle a été modifiée et comment est-ce qu'elle est utilisée par l'ensemble des acteurs publics de la région Bourgogne. Merci Gilles. Donc bonjour à tous. Alors, c'est effectivement une histoire assez longue. Xavier Bertrand tout à l'heure a parlé de complexité, a parlé de différentes organisations. Nous, on parle franchement et très régulièrement de millefeuille territorial. Millefeuille territorial au sens où il faut composer avec un empilement de petites communes, moyennes communes, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, échelon départemental, échelon régional. Et la région Bourgogne a travaillé à la mutualisation et à la simplification des relations entre toutes ces entités publiques qui s'empilent les unes sur les autres depuis assez effectivement longtemps. 2003, concrètement, c'est une commande du Premier ministre à la région Bourgogne de dire, voyons, comment peut-on arriver à produire, à fabriquer une sorte de plateforme d'échange qui va simplifier les échanges, notamment informatiques, entre ces différentes institutions, ces différentes représentations de collectivités territoriales. Et en 2003, qu'est-ce qui se passe? En 2003, on se dit, on signe un accord État-région. Et à cette époque, moi, j'étais du côté de l'État, dans les services du Premier ministre. Et précisément, je voyais ça de mon œil plus centralisé. Et à ce moment-là, la région s'empare du sujet et commence à construire, avec une opportunité en point de visée 2006, l'opportunité de construire une plateforme de dématérialisation des marchés publics. Puisqu'au 1er janvier 2006, il s'agissait aux administrations d'être en capacité de recevoir des réponses à appels d'offres de façon dématérialisée. Et la région a su saisir cette opportunité réglementaire imposée par l'État pour essayer de mettre en réseau plus favorablement une région, un conseil régional, et puis en profiter de fabriquer une offre de services pour l'ensemble des collectivités. Ça a été une première occasion très concrète de saisir la balle obligataire pour en fabriquer quelque chose qui soit concrètement interopérable et qui permette de revoir les processus, les échanges. Donc, sur 2003, 2004, 2005, fabrication à la fois des instances de pilotage d'un regroupement de collectivités et puis progressivement fabrication d'outils informatiques. Puis le temps avance, on se retrouve 2005, 2006, 2007
Le GIP, le groupement d'intérêt public, n'existe pas encore, puisque concrètement, le décret n'existe pas, bien que la région Bourgogne pousse à ce que l'État sorte ce décret de fabrication d'un groupement d'intérêt public d'administration électronique. Cependant, il y a fabrication d'une première instance, un premier groupement de collectivités qui va mettre en relation à peu près presque 600 collectivités sur l'ensemble du territoire, sur les 2000 et quelques collectivités que compte la région Bourgogne. Et là, on a les DSI, on a les DGS des collectivités qui s'interrogent et qui se disent très bien, mais l'interopérabilité, c'est le RGI, c'est le RGS, c'est en train d'être fabriqué, mais j'y vois pas encore très clair. Qu'est-ce qu'une instance régionale va nous apporter dans cette histoire? Et à ce moment-là, ce qui va devenir le GIPI Bourgogne va s'effectuer à essayer de s'accrocher sur des quick wins, des petites victoires, des choses que l'on peut arriver à faire et à montrer de façon très concrète, en partant de l'expérience réussie des marchés publics et en s'accrochant à des programmes nationaux comme ACT ou Helios, la dématérialisation du contrôle de légalité en l'occurrence, et la dématérialisation des flux comptables. C'est plutôt intéressant à ce moment-là parce que progressivement dans la tête des DGS et plus dans la tête des DSI qui sont quand même spontanément habitués à travailler avec leur pool d'informatique locale sur des sujets très précis, à aller acheter du logiciel sur étagère, progressivement on fait rentrer l'idée que l'on peut arriver à mettre des systèmes mutualisés, partagés, dont on va chercher un gain d'abord économique et puis un gain d'efficience purement technique, puisque en implémentant de l'interopérabilité à un endroit, c'est plus facile de rayonner ensuite plutôt que d'essayer d'avoir 4 conseils généraux et une multitude de collectivités qui vont chacune essayer, à travers leur propre marché public, de fabriquer des liens avec des programmes nationaux. Alors, qu'est-ce qui a fait que la mayonnaise a pris, si je puis dire? C'est-à-dire que, je sais pas, une ville comme, ou un village comme Givry n'a pas les mêmes besoins qu'une ville comme Dijon ou qu'un conseil, le conseil régional. Donc, qu'est-ce qui a fait que tout ce monde a adhéré au projet et qu'aujourd'hui, en fait, e-Bourgogne, c'est la plateforme incontournable pour toutes les commandes de l'administration de la Côte d'Or? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu plus de 1100 adhérents, donc ça correspond à peu près à 85% de toutes l'ensemble des collectivités, enfin des petites collectivités, et puis il reste quelques bon, il y a toutes les grosses agglos qui sont présentes, il en reste quelques-unes. Ce qui a fait qu'on arrive à accrocher progressivement, il y a deux éléments. D'une part, il y a les grosses collectivités qui sont difficiles à accrocher. On met du temps et ça, c'est un travail qui aujourd'hui encore prend du temps. Il faut reconvaincre toujours les conseils généraux quand il s'agit de déployer des nouveaux services. Pourquoi est-ce que, où est l'intérêt de la mutualisation, où est l'intérêt de prendre des briques qui sont fabriquées et qui sont dépensées, qui sont d'ailleurs faites concrètement en open source la plupart du temps, versus prendre des solutions que moi j'ai l'habitude de travailler. Donc ça, on va y revenir après. Mais en revanche, pour les petites collectivités, là, c'est une chance. Il y a eu une étude de ROI, de ressources sur investissement, qui a été menée, et on voit que clairement, c'est mettre le pied à l'étrier de façon formidable pour les petites collectivités que d'appartenir à un groupement d'intérêt public, que d'appartenir à un regroupement qui mutualise des services. Je ne parle pas d'ailleurs que des services informatiques, parce qu'une petite collectivité va être convaincue quand on lui dit que pour un prix unique, puisque il n'y a pas de service à la carte, on n'achète pas, on ne prend pas telle ou telle option, on achète le tout, on paye grosso modo 1 € par habitant en adhérant au GIP, et progressivement, on accède à l'ensemble des services informatiques, comme la dématérialisation des échanges dont je parlais tout à l'heure entre les collectivités et l'État, mais on a aussi toute une batterie de services autour de la formation, à travers de la formation à distance, du e-learning, à travers du présentiel, à travers un plateau d'assistance téléphonique qui est d'ailleurs l'opérateur du 3939. Je reviendrai après sur le montage particulier qui est le montage de contrats de partenariat. Donc, comment on arrive à les convaincre? On arrive à les convaincre de cette manière-là, en leur disant vous n'aurez pas l'occasion d'obtenir pour une si faible somme, qui est peut-être de 500 à 1000 € par an, pour des petites collectivités, à accéder à tout ce panel de services qui vous permettent de monter les marges de l'administration beaucoup plus rapidement que si vous le faisiez au cas par cas. Et puis,
pour compléter la réponse, il y a aussi un effort politique, un effort de prendre son bâton de pèlerin et d'aller voir des collectivités une par une et de ressasser et de redire à un maire, à un DGS, comment, pourquoi on peut accéder à ces services et quel est l'intérêt d'homogénéiser globalement la mise en place de l'e-administration sur le territoire. Petite anecdote, mais qui n'est pas moindre, la commande du Premier ministre de l'époque à la région Bourgogne s'était faite sous un gouvernement de droite. Peu de temps après, l'ensemble des régions basculaient dans l'autre côté de la sphère politique. Et pourtant, le débat n'a pas été politisé. Au contraire, chacun a su se positionner avec une vision beaucoup plus apolitique et plus utilitariste, finalement, de ce que devrait être l'outil informatique, et en l'occurrence l'e-administration. Alors aujourd'hui, c'est un site qui permet aux administrations de dialoguer entre elles et aussi de passer des commandes à l'extérieur. Est-ce que c'est un site qui pourrait évoluer aussi vers les citoyens, de manière à utiliser cette plateforme pour dématérialiser des processus de demande d'information, des demandes de papiers d'état civil, etc. Alors oui, je modifierai une chose, c'est que ce n'est pas un site. Le site, c'est simplement la partie, un des volets qui est le site internet, mais ça c'est à la limite pas ce qu'il y a de plus important. Et là, je vais faire un détour sur le montage, la façon dont c'est monté. La particularité, c'est que le GIP qui est créé en 2008 va à partir de ce moment-là mettre en place une procédure qui va l'amener à rentrer dans un contrat de partenariat public-privé, un PPP, selon l'ordonnance de 2004. Ça va être le premier contrat de partenariat public-privé sur des services qui va être monté par une collectivité en France. Le partenaire qui va être choisi après un an de dialogue compétitif est Atos Worldline, qui est présent dans la salle, et si vous avez des questions à poser, c'est tout à fait possible. Et ce mode de contrat, qui est un contrat de longue durée sur 10 ans, va embarquer un certain nombre de prestations, de formation, de prestations d'accompagnement téléphonique, de prestations techniques, fabrication d'un socle commun interopérable, fabrication de briques logicielles qui sont d'ailleurs progressivement ouvertes vers l'extérieur. On est en train de discuter avec différents partenaires pour les placer sur des forges. Et ce mode de contractualisation va contribuer, non pas facilement, hein, mais elle va contribuer progressivement à faire rentrer dans les têtes des élus locaux, qui sont très partie prenante du mode de gouvernance du GIPI Bourgogne, va les faire progressivement rentrer dans un schéma qui va les mettre dans une perspective de partager de l'information, partager pas seulement de l'information, mais en échange d'une cotisation, accéder à des services et un panel de services de façon avec une garantie d'interopérabilité certes, mais surtout une garantie de qualité de service, puisque un des éléments importants de la négociation d'un contrat de partenariat sur la durée, comme celui-ci, sur 10 ans, c'est la qualité de la performance. Il y a un indice performantiel qui est important, il y a à peu près 65 indicateurs de performance, il y a des indicateurs qui concernent le partage de prise de risque et qui est directement lié à la perception du loyer par l'opérateur, en l'occurrence Atos. Alors, dans le plus pur style RGPP, est-ce que vous avez des informations sur le coût de cette opération et le payback de cette opération? Oui. Alors, le budget global du GIP est un petit peu moins de 4 millions d'euros par an. Pour vous donner une idée d'ailleurs pour plus précise, il y a un tiers qui est financé de ce budget qui est financé par les membres fondateurs, les 4 conseils généraux, la région et puis l'État. C'est important puisque l'État est présent, joue son rôle et fait partie du conseil d'administration, enfin du conseil du comité de suivi du GIP, au sens où il y a une capacité à faire un audit. La Cour des comptes peut accéder aux comptes et le commissaire du gouvernement est présent dans les assemblées. Il y a à peu près 15% qui est du FEDER, et puis un peu plus de 50% un peu d'Européens, et il y a un peu plus de près de 55% financés par les membres du GIP. Donc c'est assez autonome globalement. Le volet, il y a à peu près 50% de ces 4 millions d'euros, grosso modo, qui est alloué au contrat de partenariat, sachant que il y a des retours sur investissement qui sont calculés, on l'estime, avec une hypothèse basse, pour les petites collectivités, un retour sur les 10 ans de 50 millions d'euros d'économie par rapport à des dépenses qui auraient été menées
au cas par cas. C'est-à-dire si moi je suis maire d'une collectivité de 15 000 habitants, que j'achète ma plateforme d'achat, que je dois dépenser aussi de l'argent pour maintenir et fabriquer un site web qui est interactif et qui embarque les services de la DILA, qui embarque les services de géolocalisation, qui va bientôt embarquer des services mobiles, de mobilité. Bon, tout ça, ça me coûte effectivement très cher et bien plus que les quelques milliers d'euros que je vais dépenser par an en adhésion au GIP. Très bien, donc destruction du millefeuille, objectif atteint. Objectif toujours en train d'être atteint et toujours le millefeuille est toujours un peu repoussé. Alors il y a des simplifications, on est en train de travailler beaucoup avec l'ARS, vous avez Bertrand connaît bien le sujet, on est en train de travailler avec, il y a des possibilités de travailler avec le groupement de coopération sanitaire e-santé Bourgogne pour fabriquer progressivement quelque chose qui soit très cohérent au niveau local, au niveau régional. Et ça, c'est très important. C'est très important d'avoir une vision dans la tête des élus, une vision de cohérence, de décloisonnement des services. Tout ça au bénéfice, en particulier des entreprises qui viennent s'installer sur la région. Ça, c'est l'attractivité du territoire et des citoyens. Très bien, merci M. Rutschmann. Donc on va passer à un autre type de millefeuille maintenant. On va regarder plus ce qui se passe au niveau d'une organisation centrale et de son interaction avec les usagers, avec les citoyens. Donc, M. Hirt, ce projet interne a démarré il y a quelques années. C'est un franc succès aujourd'hui, je pense. Vous allez nous donner quelques informations chiffrées, tangibles sur l'intérêt du relooking de cette application et nous dire comment, en fait, peut-être comment tout ça a démarré, quelques obstacles probablement que vous avez eu pour le matérialiser, et ce que les utilisateurs aujourd'hui en disent. Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je fais partie d'un monde qui n'est pas tout à fait le vôtre, celui de l'entreprise privée, mais dont l'actionnaire majoritaire reste l'État, en l'occurrence GRDF, une filiale du groupe GDF Suez, qui assure, je pense que vous connaissez pour beaucoup dans la salle, notre activité, la distribution du gaz naturel en France. Voilà. Très rapidement, qu'est-ce que représente notre activité? 192 000 km de réseau en France, 9 500 et quelques communes desservies, et en fait notre mission est de raccorder les gens qui le souhaitent au réseau de gaz naturel et d'acheminer le gaz que les clients achètent auprès de leurs fournisseurs d'énergie. On a acheminé ainsi en 2010 à peu près 150 milliards de kilowattheures sur nos réseaux. Voilà. Alors effectivement, la démarche dont parle Gilles Paulin, en fait, elle est née de l'ouverture du marché de l'énergie. Le 30 juin 2007, nous étions une direction d'une entreprise publique Gaz de France qui exerçait sur un marché qui était en train de s'ouvrir, mais dont le marché de masse, la clientèle particulière, était encore soumis au monopole. Le 1er janvier 2008, depuis le 1er janvier 2008, nous sommes filiales d'un groupe, d'une société anonyme privée, et nous exerçons dans un monde où la fourniture d'énergie est en totale ouverture à la concurrence. Notre activité à nous reste régulée par la Commission de régulation de l'énergie. Quand vous avez à vivre dans une entreprise ce type de transformation dans des délais qui sont relativement courts par rapport à la capacité qu'on peut avoir à transformer les choses, eh bien, il y a une conséquence sur les processus métiers, puisqu'on sort une partie de l'activité, on transforme celle qui reste dans la distribution, et puis vous avez du coup forcément une conséquence sur les outils. Ça veut dire qu'il nous a fallu, à partir de 2007, reconstruire un outil qui nous sert à la vente de nos raccordements. Et là, je fais un petit parallèle. Si vous avez un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, mais plus sur de la construction du neuf, vous allez forcément automatiquement vous tourner vers votre concessionnaire d'eau potable ou vers le concessionnaire d'électricité, puisque aujourd'hui, peu de gens vivent sans. Le choix du gaz naturel est justement un véritable choix et ne répond pas au même mécanisme. Ce qui veut dire que nous avons, nous, une dimension commerciale de convaincre les gens de choisir le gaz naturel. Alors l'outil dont on parle et le millefeuille informatique dont on parle, en fait, c'est justement ce qui nous a amené à traiter, à construire dans un seul et même outil, au moment de l'ouverture des marchés,
des activités qui étaient avant dissociées sur différents outils. Et je parle du marketing, je parle de la vente à distance au travers de nos plateaux téléphoniques, de la vente en face à face au travers de nos commerciaux qui se déplacent sur le terrain, et puis de l'animation de nos partenariats commerciaux avec les installateurs, les plombiers, etc. Voilà, donc 4 métiers qui étaient auparavant dans 4 outils différents, et que l'entreprise GRDF, au travers de l'ouverture des marchés, a décidé de regrouper dans un seul et même outil, avec cette idée de réduire le millefeuille informatique qu'on retrouve. La difficulté qu'on a eue, c'est que quand vous faites cela, il faut maîtriser totalement vos processus métiers, parce que vous avez une cible qui est relativement plus complexe et intégrée, et si les données d'entrée ne sont pas claires, eh bien vous allez avoir des difficultés à l'arrivée. Je pense que c'est ce que Xavier Bertrand exprimait tout à l'heure quand il parlait du RSI, je crois. Et puis, vous allez au final mettre dans les mains des utilisateurs un outil qui va forcément être beaucoup plus complexe que l'outil qu'ils avaient sur leur propre périmètre d'activité avant. Et donc, le premier écueil auquel on s'est confronté, c'est qu'effectivement, la suppression du millefeuille informatique, si elle n'est pas mûrement réfléchie et travaillée en amont, elle peut arriver à une situation qui finalement, vue de l'utilisateur, est pire que ce qu'ils avaient avant. Ça a été notre cas, puisque l'outil a été mis en service pour les utilisateurs en juin 2008. Et quand moi je suis arrivé pour faire finalement ce que Xavier Bertrand appelait le service après-vote, ou le service après-vente chez moi, nos 800 et quelques utilisateurs de toute la France, en fait, ne pouvaient plus voir notre système d'information en pâture et criaient à corps et à cri qu'on leur remplace, qu'on leur enlève. Ce qui est juste dramatique quand cet outil est tout neuf et que vous venez d'investir 30 millions d'euros pour le concevoir. Alors, la question, c'est quand on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne crois pas qu'il soit possible, de par l'expérience, de s'affranchir des outils, des logiciels robustes, classiques. En l'occurrence, pour nous, c'est un logiciel SAP, qui permettent véritablement de servir l'activité. Parce que derrière, vous avez tout un processus à servir, vous avez des interfaces avec probablement les entités avec lesquelles vous travaillez. Et imaginez, comme c'est la mode en ce moment, qu'on va supprimer tout ça et puis qu'on va développer un petit outil Internet qui puisse simplement, au travers d'un site, et d'ailleurs mon collègue le rappelait, c'est pas qu'un site, servir des processus métiers au travers juste d'un site Internet, c'est pas possible. Donc la question c'était comment peut-on arriver à compléter les outils traditionnels qui servent 4 activités que j'évoquais tout à l'heure, en les remettant en ligne avec l'utilisation quotidienne. Et là, je rebondis sur la thématique de cette table ronde, simplifier la vie de l'utilisateur et l'accès à l'information par l'usager ou le client chez nous. Et puis, à ce que disait Xavier Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire le changement culturel qui consiste à se mettre à la place des gens qui vont utiliser l'outil. Nous, c'est la première des choses qu'on a fait. Moi, j'ai eu besoin d'aller m'assurer que les vraies questions sur lesquelles il fallait qu'on travaille étaient celles qu'attendaient les gens du terrain et pas celles qu'on imaginait à Paris, au siège de la filiale. On a fait un tour de France de l'ensemble des sites utilisateurs et on a du coup collecté le diagnostic complet et les expressions de ce qu'attendaient les agents. Et puis après, j'entendais ce matin dans le petit déjeuner parler d'innovation, et c'est la brique suivante, c'est-à-dire qu'on s'est dit peut-être que nous en sommes arrivés là parce que nous n'avons cherché qu'à reproduire ce que nous faisons depuis plusieurs années, et peut-être que les solutions, on peut les trouver en innovant et en sortant un peu de notre cadre traditionnel de pratique sur les outils informatiques. Et donc, en lien avec la société Adobe, en fait, on a installé une nouvelle technologie qui nous a permis de refondre complètement les écrans. Donc, l'idée a juste été, si vous voulez, de repenser les écrans qui sont ceux des utilisateurs, de repenser les écrans du site Internet qui permet à un client
à un particulier, un professionnel, de faire une demande de raccordement en ligne sur Internet pour que ces écrans-là soient véritablement beaucoup plus simples, beaucoup plus conviviaux et beaucoup plus ciblés sur l'activité qui va être menée par l'utilisateur en question. Et du coup, un marketeur ne va pas se retrouver face à un écran sur lequel il a l'ensemble des fonctionnalités, y compris celles qui concernent l'utilisation par nos plateaux téléphoniques. Il n'en a rien à faire de ça. Il veut avoir un écran avec des fonctionnalités marketing qui se déroulent finalement de manière naturelle et qui s'enchaînent exactement comme il pratique son métier au quotidien. C'est là-dessus que nous avons travaillé. Et puis effectivement, avec un certain succès, puisque, alors je peux vous donner des chiffres, en fait, l'idée a été on a fait des ateliers qu'on appelait Vie ma vie, ou C'est mon choix, avec des utilisateurs terrain qu'on a fait venir à Paris pour concevoir ces écrans et l'utilisation de cet outil. Et à l'arrivée, on a quelque chose de linéaire, de plus fluide, sur une activité d'un plateau téléphonique. Un conseiller dont le téléphone sonne, qui va décrocher, qui va avoir un prospect et qui va avec lui définir son projet de construction et lui aller jusqu'à l'émission d'un devis pour un raccordement au réseau de gaz naturel. Cette procédure-là, dans l'outil qu'on avait déployé en 2008, elle prenait à peu près 15 minutes sur l'outil. Alors vous imaginez que pendant 15 minutes, si vous avez le client au téléphone, à un moment, vous avez le temps de lui chanter une chanson, le temps que l'outil tourne. Et très sincèrement, on est arrivé à un constat où un certain nombre de conseillers de nos plateaux téléphoniques avaient repris une feuille, papier, un crayon, et ils traitaient avec le client au téléphone sur la feuille, et ils refaisaient une saisie en back-office derrière, ce qui est juste absurde. C'est-à-dire qu'on a construit un outil exactement pour qu'il ne serve pas à ce à quoi il était envisagé. Et je vois des sourires dans la salle, donc je pense que c'est un air connu. Hein. On a travaillé sur les écrans. Si ça prend 15 minutes, c'est probablement parce que l'outil est peut-être un peu lent, mais c'est aussi parce qu'il y a trop d'écrans, trop d'onglets, trop de champs à remplir, etc. Et il fallait simplifier tout ça. On est passé sur le processus que je vous évoquais, de 46 écrans à 10 écrans. Alors bien sûr, ça implique de renoncement. Ça veut dire qu'à un moment, vous avez peut-être, je dis n'importe quoi, vous avez peut-être 15 champs à remplir. Et on s'est autorisé à se poser la question, est-ce que ces 15 données sont véritablement nécessaires? Et on s'aperçoit qu'on a une habitude un peu fâcheuse de vouloir collecter plein de données et de n'en utiliser beaucoup moins. Donc on a supprimé, on a simplifié. Et puis les clics. Alors ça, c'est peut-être... là, je me sens plus proche de vous, parce que quand je parle à des entreprises qui ne sont pas des anciennes entreprises publiques, on a dans nos organisations un CHSCT, un comité d'hygiène, sécurité, comme vous. Eh bien, le CHSCT s'était ému du nombre de clics qu'il fallait faire dans l'outil. Comment, monsieur Hirt, 157 clics par un conseiller clientèle pour pouvoir proposer un devis à un client, vous imaginez, c'est catastrophique, dégradation des conditions de travail, et je suis sûr qu'on va avoir des tendinites de l'index dans quelques temps, etc. Je plaisante, mais presque pas, puisque cette sollicitation, cette interpellation a été faite. Eh bien, on a réussi à descendre à 90 clics. Voilà. Ça paraît peut-être ridicule quand je l'évoque comme ça ici, dans cet amphithéâtre sur la scène, mais finalement, tout ça a amené à ce que les utilisateurs, à l'arrivée, nous ont dit merci. Et pour moi, on est véritablement dans cette dynamique d'avoir vu le système d'information par un autre prisme, celui de l'utilisateur ou celui du client quand on parle du portail de demande en ligne. On est dans, si je prends un peu de hauteur, la dimension d'évolution de positionnement des directions de systèmes d'information. Peut-être que, d'autant plus nous, grandes entreprises publiques, industrielles, on avait un positionnement de la direction des systèmes d'information qui était au début « je suis l'expert de l'informatique, je vais t'expliquer à toi métier comment ça se passe et je vais te dire quelle est la solution qu'il faut que tu le prennes ». Je ne suis pas informaticien, je voulais le préciser au début, j'ai oublié. On voit qu'aujourd'hui, on bascule vers un mode où le métier, et moi j'appartiens à une direction métier, s'approprie son système d'information et amorce un dialogue avec la DSI en lui disant « écoute,
je suis le détenteur du processus, je suis le détenteur de l'utilisation future, donc je veux être décideur sur les choix informatiques qui vont être faits. Bien sûr, je ne peux pas faire ça sans toi parce que tu es l'expert, mais celui qui doit décider à la fin, c'est le métier, c'est moi. Et donc faisons-le ensemble, mais dans cette approche-là. Et l'informatique, c'est l'évolution qu'on est en train de prendre, devient plutôt un service au métier et non pas une direction prescriptrice qui explique aux utilisateurs et au métier comment les choses vont se passer. Voilà. C'est ça l'histoire de notre outil, celle qu'on a vécue. Finalement, on s'aperçoit a posteriori du chemin qu'on a fait. Et c'était l'idée de vous témoigner de cette histoire-là ce matin. En fait, vous avez eu dans ce projet l'adhésion de tous les acteurs, c'est-à-dire la DSI, parce que vous ne leur avez pas du tout changé leurs outils et les systèmes centraux que vous utilisiez, de passage de commandes, de gestion des clients, et vous êtes intervenu en fait sur la présentation des données et l'interface qui permettait d'alimenter ces systèmes centraux. Oui, parce que, alors moi je raconte une belle histoire, ça paraît facile, mais la vraie vie ça ne l'est pas, et il y a eu des frottements, on s'est pris le bec, etc., comme partout, tout le temps. Mais effectivement, à l'arrivée, la DSI nous a beaucoup aidés. Elle a accepté de s'engager dans cette démarche-là. Nous, on a fait des concessions aussi. C'est-à-dire que moi, il y a un an, j'étais véritablement à me demander s'il ne fallait pas tout arrêter, tout démolir et reconstruire quelque chose de neuf. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a besoin quand même de logiciels d'entreprise robustes. En amont de mon activité, il y a l'administration des ventes, c'est-à-dire la facturation, le contrôle de gestion, la comptabilité d'entreprise, et tout ça se passe dans des logiciels SAP chez nous. Et donc, forcément, en amont, ça induit des choix pour nous aussi. On a mis de l'eau dans notre vin, la DSI a accepté de sortir un peu de son cadre traditionnel, et puis les utilisateurs, moi j'ai ce souvenir-là, j'y vais aussi de mes anecdotes, comme Xavier Bertrand tout à l'heure. Quand moi j'ai repris le projet, en septembre 2008, quelques temps après, il y avait un séminaire des managers commerciaux de France, 150 personnes, et quand le directeur du développement a cité le nom de notre outil, il y a les 150 personnes dans la salle qui se sont mis à siffler. Moi je me suis dit, oulala, où j'ai atterri là, je pense que j'ai récupéré un truc qu'il ne fallait pas. Et quand on a mis en service nos nouveaux écrans refondus, etc., on a, et peut-être qu'ils seront dans les visuels qui seront mis sur le site, on a des utilisateurs eux-mêmes qui nous ont écrit en nous disant merci beaucoup, on est très contents, etc. Voilà. Moi, ça me fait énormément plaisir, et je me dis surtout que là, on a fait le job que l'entreprise attendait de nous, quoi. Donc hier, il y avait une table ronde sur le thème réenchanter les utilisateurs, les citoyens, les agents. Donc vous avez véritablement réenchanté les agents dans votre cas. Oui, mais oui. Ouais. Mais je ne voudrais pas vous donner l'image d'un truc merveilleux, etc. Et puis, ne pensez pas qu'on a eu cette idée tout de suite dès le début et qu'on est des gens géniaux, etc. On est des gens normaux. C'est simplement le constat, a posteriori, de se dire, si on ose réfléchir, sortir un peu du cadre et s'autoriser des choses qui ne sont pas forcément les pratiques habituelles, et bien, finalement, on arrive à faire ces pas-là. Alors, ce que je voulais voir avec vous deux maintenant, c'est l'aspect de l'évolution des modes d'accès au système d'information et en particulier la mobilité. Et en particulier dans votre cas, sur GRDF, vous avez des gens sur le terrain et des gens qui sont certainement équipés de terminaux mobiles et qui vont rentrer des informations hors de leur bureau. Donc, comment est-ce que cette intégration de la mobilité se fait dans l'application que vous avez redéveloppée ? La mobilité, on n'est pas super en avance sur ces sujets-là. Hein, je veux dire, et n'imaginez pas qu'au sein de GRDF, tous les agents ont un téléphone avec une connexion 3G, absolument pas. Au sein de GRDF, si vous voulez avoir un BlackBerry, il faut être membre du CODIR. Parce que c'est comme chez vous, il y a une ampleur telle. Nous, on est 11 000 collaborateurs, mais donc si vous déployez des outils de mobilité, ça a un coût énorme. Et puis il faut que les infrastructures derrière, elles suivent. Donc cette mobilité, pour nous, elle n'était pas accessible. Et aujourd'hui, nos commerciaux qui se déplacent partout en France, ils se déplacent avec un PC. Et puis, ils n'ont pas de mode de connexion. Ils travaillent avec les documents qu'ils ont sur leur PC, voire avec les plaquettes papier qui sont produites. Ils nous demandaient la mobilité, mais on ne pouvait pas le faire.
Alors, il se trouve, mais c'est une conséquence, c'est le deuxième effet qui se coule, si je puis dire. Il se trouve que l'outil Adobe qu'on a implémenté par-dessus notre CRM SAP va nous faciliter cet accès en mode déconnecté. Et donc, on travaille depuis le début de l'année à pouvoir permettre un accès à notre outil de gestion de relations clientèle en mode déconnecté quand nos commerciaux se déplacent chez le client. On est dans la phase où on a réalisé un prototype et puis on va après prendre le circuit de décision d'engagement qui est classique et qui, à mon avis, peut être le même aussi chez vous. Voilà. Oui, donc je parlais un petit peu de la mobilité, puisque on parlait d'outils de développement, et ce que je voulais mentionner, c'est donc cette plateforme de développement qui s'appelle Flex chez Adobe, permet en fait d'unifier un développement, de développer, d'investir dans un seul développement et d'avoir la particularité que cette application peut être exécutée sur n'importe quelle plateforme, que ce soit un smartphone, que ce soit une tablette, que ce soit un ordinateur portable ou que ce soit aussi une télévision. Dans certains pays, comme en Angleterre par exemple, 10% de la population accède aux services d'e-administration au travers de leur télévision. Donc c'est important aussi pour eux d'intégrer ce type de terminaux. Donc c'était pour mentionner l'aspect mobilité et comprendre aussi qu'il existe des solutions aujourd'hui qui permettent de redévelopper une interface utilisateur pour la simplifier. Moi, je garde toujours à l'esprit ces chiffres que vous avez mentionnés, qui sont quand même assez éloquents. On est passé en gros de 11 minutes à 3 minutes pour traiter le cas d'un client, de 46 écrans à 10. On a simplifié énormément et puis donc pour satisfaire au CHSCT, on a réduit le nombre de clics de 187 à 90. Donc peut-être que nous allons ouvrir le micro à la salle. On me fait signe que il va falloir passer à la session suivante. Donc peut-être nous avons le temps pour quelques questions, s'il vous plaît, si vous avez. Non, pas de questions. Et là, on me fait vraiment... Ah, c'est une seule question. Vous me permettez une seule. Merci, Monsieur Olanier. Monsieur Rutschmann, vous avez évoqué le partage de vos outils en forge, mais sans rentrer dans la technique, est-ce que d'autres régions que la Bourgogne s'intéressent à votre outillage et peuvent-elles devenir membres? Quel est l'essaimage qui est possible autour de la Bourgogne? D'accord. Alors, l'essaimage de base, il a démarré avec la région Bretagne, Imégalis, qui a démarré grosso modo à peu près au même moment que la Bourgogne, qui a choisi des voies un peu différentes, avec des modèles différents. Mais donc, il y a des échanges qui se font. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'échange concret de développement, mais il est possible que ça arrive. Il y a d'autres régions, ou plutôt même départements, je pense à Manche Numérique, qui suit ces sujets. Et globalement, aujourd'hui, on est à un point où on va pouvoir partager et proposer à d'autres régions, à travers le partenaire industriel Atos, le socle technique, qui est un socle qui fait du SSO, qui unifie la gestion des identités, etc. Donc, c'est par là qu'on va pouvoir y arriver. Il y a également le gestionnaire de sites web, qui est un générateur de sites web avec des feeds d'infos et le redéveloppement de l'offre que certains peut-être connaissent, de l'offre de la Caisse des dépôts de services publics local, notamment la géolocalisation, qui va être partagée. Mais il y a beaucoup de régions qui s'intéressent. Il y en a assez peu encore qui ont passé le pas. Il y a l'Aquitaine qui s'intéresse à ça. Il y a La Rochelle aussi, qui a travaillé avec une approche beaucoup plus outils pour les collectivités, outils de travail collaboratif. Nous, on y vient maintenant. Voilà, donc ça va se passer maintenant. Et peut-être dernier exemple de possible partage, en tout cas de solutions, de propositions, c'est l'archivage électronique à valeur probante. Très bien. Merci, Monsieur Rutschmann. Merci, Monsieur Hirt. Merci à vous tous d'avoir suivi cette conférence. Et encore une fois, au travers du web, vous aurez les illustrations de ce qu'il a été fait et bien comparer les bénéfices de ce dont nous avons parlé. Merci beaucoup et bonne continuation de cette journée. Merci.